Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé, c'était l'émission d'hier que je vais réenregistrer aujourd'hui, puisque suite à ma négligence, je n'ai pas fait attention au micro qui n'était pas activé sur cette vidéo, qui a donc été enregistrée sans son, et donc sans grande utilité. Donc désolé pour tout ça, je la refais aujourd'hui. On notera aussi que donc entre l'enregistrement d'hier et aujourd'hui, c'est quand même produit une jolie bougie sur les marchés crypto, enfin certains marchés crypto plutôt value. C'était en soi une des thématiques qui était abordée d'ores et déjà dans l'émission d'hier. Donc pour ma défense, encore une fois, ce que je vous dis aujourd'hui est similaire à ce que je vous aurais dit hier, avant même de savoir ce qui s'est produit hier soir, et ça va de toute façon totalement dans ce sens. Donc le thème dont je voudrais parler, c'est l'ambiance dans laquelle on est dans le marché, qui ne doit pas être une grande nouveauté pour vous si vous suivez ces contenus. Ça fait déjà des mois que je vous baragouine que le bear market c'est fini. Cependant, ce n'est pas le bull market, c'est ce qu'on appelle l'entre-deux. En termes de saison, je dis souvent c'est la meilleure analogie, l'hiver est largement fini depuis longtemps. Il a été certes rude, mais surtout très artificiel. Et par contre, on est dans le printemps, et on est même déjà bien avancé dans le printemps, j'aimerais vous dire. Donc, attention, ce n'est pas tout de suite l'été. D'accord ? Je pense clairement qu'on est à l'étape du printemps où il faut complètement oublier le retour d'un gel express qui va nous cracher les marchés, je ne sais pas quoi, comme certains prévoyaient. C'était encore possible il y a quelques jours de ça. À mon avis, hier soir vient de marquer évidemment la fin de ces probabilités. Donc attention, c'est plus de dire les températures remontent, similaire à la hausse de prix. Mais la thématique de ce jour, c'est surtout de reprendre une des choses que je vous avais toujours dites, comme toujours en avance, beaucoup me reprochent mes timings, etc. Mais comme d'hab, moi je fais de l'éducatif, donc je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer demain. J'essaie de vous préparer à ce qui va se passer dans un avenir plus ou moins proche, et j'aime pas, encore une fois, timer ces marchés. Le timing, c'est l'affaire du trading. Dans l'éducatif, on n'est pas dans le trading, on est dans juste avoir et préparer son mindset à ce qui va nous tomber sur la gueule potentiellement, et évidemment toujours on parle de probabilité, pas de future forecasting. Je ne connais pas plus l'avenir que qui que ce soit d'autre qui ait essayé avant moi. Voilà, donc toutes ces prérogations maintenant balayées, on peut commencer directement à rentrer dans le vif du sujet. La chose dont je vous avais parlé à l'époque, qui ne doit pas être nouvelle pour vous, c'est ce dont j'avais parlé de recovery en cas, c'est-à-dire ce qui allait suivre l'hiver, dont évidemment personnellement je n'avais pas prévu l'arrivée, mais surtout je n'avais pas prévu que ça durerait aussi longtemps avec ces manipulations politiques de la cabale anti-crypto, mais d'ores et déjà je vous avais préparé à cette recovery en cas, de dire suite à ce bear market en liquidation, et je pensais qu'on n'aurait pas de phase de platification sur les supports, qu'on ferait juste un V-bottom après des liquidations. Ça n'a pas du tout été vrai, je vous le rappelle. Donc l'hiver s'est bien installé, on en a bien chié, les altcoins se sont fait destroy total, et suit maintenant le printemps. C'est-à-dire, comme maintenant officiellement l'hiver est fini, alors pour moi l'hiver n'a pas été très rude sur les vrais tokens de valeur type Ethereum, Bitcoin, qu'on subit, on va dire ici, un petit coup de froid, mais ça ne change rien aux dynamiques de long terme, toujours de très belles tendances, et le meilleur reste à venir. Par contre, évidemment, les altcoins, c'est là où l'hiver a été très rude. Très, très, très rude. Pour ne pas dire, franchement, le nombre de morts par le froid est significatif. Entre ceux qui sont aujourd'hui complètement à court de fonds, qui sont obligés soit de vendre leurs tokens, soit de lever de nouveaux fonds avec des VC qui sont évidemment de plus en plus regardants, maintenant qui se sont bien fait emmerder en 2021 à ne pas regarder et à ne pas faire leur due diligence correctement. Cette année, je peux vous dire qu'ils le font. Donc, voilà l'état dans lequel on est. L'hiver est passé, maintenant clairement le schéma de la recovery en cas est dans les timings, c'est pas juste une théorie, c'est clairement en train de se produire, ou en tout cas on tend de plus en plus vers ce schéma-là. Par contre, je me suis rendu compte dans le Discord que ça avait été très très mal compris par certaines personnes, donc faute probablement qui m'incombe à moi, puisque en tant que qualité de contenu éducatif, si les choses que je veux vous transmettre ne sont pas perçues de la façon dans laquelle je veux les transmettre, c'est que je ne les ai pas transmises correctement. Donc, on refait cette émission, du coup, pour bien cadrer tout ça, d'accord ? Pour que les erreurs de compréhension potentielles qui ont pu être faites par rapport à cette théorie de la recovery en cas, qui est clairement ce qui ne va pas tarder à arriver maintenant, histoire que ce soit bien cadré correctement. Donc, ce n'est pas une théorie nouvelle, on l'a déjà vu, mais je veux revoir les fondamentaux de tout ça pour éviter qu'elle soit distordue dans son cas d'application. Donc, la recovery en cas, déjà, la première chose qui me pose problème par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup ont perçu ça comme tout va remonter. Les machins survendus, etc. Enfin bref, tout va remonter et après on aura cette forme de recovery. C'était vraiment, voilà, je remonte à la médiane, ces médianes qu'on avait déjà vues, donc attention, je pense qu'on s'en dirige pour la plupart des projets. Enfin, tout simplement, les médianes des ranges, je vais dire les zones plutôt neutres,
de dire, ici on était dans l'extrême véritude, hein, c'est-à-dire là clairement on a tous pris des coups de soleil, mais là tout le monde était en train de freeze to death, le cul à l'air dehors à moins 40 degrés. Donc il y a peut-être un juste milieu un peu plus tempéré vers lequel on tend très probablement avant donc d'entamer la recovery en cas, c'est-à-dire les actifs qui sont en rupture technologique ou en phase d'adoption plus avancée vont probablement ressortir de cette zone d'indécision par le haut. Les autres, évidemment, par le bas. Et c'est ça dont j'avais dit, fameuse recovery en cas, c'est-à-dire en soi, ici, ça dessine un cas. C'était de dire, à l'époque, ça ressemblait plus à un cas pour moi parce que je m'attendais à ce qu'on remonte très très vite après les phases de liquidation. Ça, je dirais que c'est juste, comme d'hab, la pente du marché, c'est quelque chose que je ne peux pas prédire. Moi, je connais les zones dans lesquelles on va y aller. Il y a des aspects temporels qui peuvent intervenir, les moyennes, etc., on va dire des niveaux dynamiques. Mais j'étais pratiquement sûr que de toute façon, on repasserait par ces zones médianes sur les actifs qui ont des tendances séculaires, ou en tout cas des tendances de long terme. Donc ça, c'est la première des choses. La recovery en cas, elle est garantie pour les actifs qui ont des structures de tendance, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum. Les autres, désolé, il n'y a rien du tout. D'accord ? Donc déjà, c'est la première des choses. Ça concerne deux actifs avec certitude. Bitcoin et Ethereum, c'est sûr qu'ils vont repasser par ces zones médianes. En tout cas, la probabilité qu'ils ne le fassent pas est très infime. Et on ne parle jamais de 100%, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc c'était pour moi l'idée de dire, évidemment, sur ces gros actifs, on va rebondir, et ça ressemblera à un cas. Bon, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la dynamique globale, admettons qu'on y arrive dans pas trop longtemps sur cette zone médiane, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement moins à un cas qu'avant. Hein. Disons qu'en termes de lettrage, là, ici, on n'est plus vraiment sur le cas. Mais disons que c'est toujours la même théorie. C'est retour à la moyenne, puis séparation en deux. Donc appelez ça comme vous voulez, d'accord ? Mais en gros, voilà ce qui va nous arriver. Une zone de décision vers ces médianes, et c'est vraiment eux les deux gros drivers. C'est-à-dire pour moi, la phase de recovery en cas va arriver dès que Bitcoin et Ethereum auront atteint ces fameuses zones médianes. Donc sur Bitcoin, on y est, hein, d'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis, désolé les Bitcoin maxi, je pense encore une fois que maintenant Ethereum va rattraper son retard, et que Bitcoin va plus ou moins rester là où il est. Bitcoin, il a atteint l'objectif, rappelez-vous, on l'avait dit, si vous vendez quoi que ce soit avant 38 000 $, je ne sais pas ce que vous faites, nous y voilà, bon, on y est. Donc pour moi, Bitcoin, le chemin est fait, Ethereum a encore un peu de chemin à parcourir pour rattraper son grand frère, et puis après, on va ranger ici pendant longtemps. C'est-à-dire, les deux gros daddies vont attendre, et donc, quid des autres ? D'accord ? Donc, première chose, Bitcoin et Ethereum, c'était pratiquement signé d'avance, en tout cas pour ma part. Maintenant, question de tous les autres. C'est-à-dire, cette recovery en cas, elle va effectivement avoir un effet sur énormément d'autres actifs. Il y a d'autres actifs, pareil, qui ont des structures de tendance préliminaires, parce que j'entends bien, il y en a beaucoup qui ont juste absolument rien du tout. Donc c'est bien le deuxième facteur filtrant. Pour tout ce qui est autre à Bitcoin et Ethereum, qui n'ont donc pas encore de structure de tendance établie, il faut étudier la structure potentielle des croissances qui ont été données pendant la phase 2021. Parce que, comme toujours, on peut monter de plusieurs façons. On peut monter to the moon, bro, n'importe quoi, j'y vais dans la stratosphère, ce qu'on appelle une bulle spéculative. Les niveaux de valorisation sont complètement hors des attentes réalistes. Bref, on va dans la stratosphère et après, on se mange le retour vers la planète Terre. Donc ça fait très très mal, et là encore une fois il ne s'agit pas de structure de tendance, la valeur en soi n'a jamais réellement été déplacée, il est donc dans ce cas-là très difficile de faire l'assomption de ces projets en termes de valeur, c'est-à-dire on ne sait pas combien valent ces projets. Concrètement ils sont montés au maximum qu'ils pouvaient faire, et maintenant ils se sont pété la gueule. De là à dire que ceux-là eux-mêmes vont revenir dans leur médiane, c'est pas sûr du tout. Encore une fois, tout dépend de la valorisation qui a été atteinte. Si on a atteint une valorisation rationnelle, éventuellement, que dans ce cas-là, on peut justifier d'une valeur médiane à peu près à 50% du range qui a été balayé entre le bull et le bear. Mais pour tous ces tokens, à la Solana, à la Avalanche, dont les gens ignoraient complètement la dilution stratosphérique des tokens, donc l'inflation punitive, comme je dis souvent, et qui n'arrêtaient pas d'acheter le momentum, des grands débiles, évidemment un grand coup de com' ou de levier faramineux version FTX. Donc, encore une fois, ça, pour moi, c'est pas une installation de valeur. Donc, je peux pas dire aujourd'hui, graphiquement parlant, que des tokens comme Solana vont remonter jusqu'à 35 milliards. Bon, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'améliorations sur le réseau Solana qui m'invitent à penser que c'est probablement quand même le cas. Mais de là dire que derrière, la recovery en cas va être profitable à Solana, eh bien, navré de vous décevoir, je pense même que ce ne sera pas le cas. Je pense que les attentes irrationnelles de Solana ici n'ont pas du tout de réalité économique, sauf dans le cas d'une rupture technologique. Ça, j'en ai déjà introduit plusieurs fois ces narratifs, et on va en reparler aujourd'hui, mais plus tard, d'accord ? Donc, dans ces cas de figure-là, où il n'y a pas de structure de tendance haussière, concrètement, c'est monté n'importe comment, envers et contre toute gravité, évidemment, derrière, on se mange le retour sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de range, et on revient visiter, et on reconstruit ici une base de valeur. C'est-à-dire qu'en soi, Solana, on va commencer à la valoriser correctement à partir de maintenant. Tout ce qui s'est passé avant, c'est franchement sans réalité physique. C'est un peu,
On va tester le maximum, c'est complètement basé sur la hype et l'irrationalité, d'accord? Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Donc Solana, c'est très compliqué d'envisager et de considérer qu'il y aura ici une recovery en K qui va amener ici avec une résolution positive. Je pense qu'on aura Solana en recovery en K. Pour moi, il fait partie des value assets, c'est-à-dire que ce n'est pas un actif Ponzi, et on va parler des Ponzi derrière, qui va s'écrouler, d'accord? Mais est-ce que Solana va pouvoir réclamer ses all-time high derrière? Ça, c'est compliqué parce que Solana ne propose pas une structure de tendance. Et ça, c'est la première des choses qu'on va comprendre. Pour parler de tendance, il faut parler de market cap, c'est-à-dire supprimer l'effet dilutif des tokens supply via différents types d'inflation, soit les vesting schedules ou tout simplement l'inflation on-chain version Atom. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. On regarde les market cap quand on fait une accession de la valeur pour savoir qui a la probabilité de retourner sur cette fameuse médiane qui est donc un niveau de valeur, hein, j'entends bien. Donc on ne regarde pas Solana USD ou Avax USD ou Atom USD ou Bidule USD. On regarde vraiment la market cap. C'est hyper important. Donc, et on regarde la structure de la hausse de 2021. Si ça se construit comme ça n'importe comment, donc comme on le voit, c'est complètement irrationnel, les prix n'ont absolument aucune structure et on passe de haussier à baissier. Comme on peut dire là-dessus, le mieux qu'on puisse espérer, c'est un range. Donc déjà, un range égale pas d'ATH théoriquement. Mais un marché qui fait haussier à baissier, c'est pas un marché en tendance. Ok? On l'a vu, donc il y a par exemple ces schémas-là. Le principal que vous pouvez voir, si par exemple vous voulez faire ses propres analyses sur vos propres tokens à la maison, parce qu'encore une fois, le but de ces émissions éducatives, je vous montre comment je le fais sur certains actifs et vous le répliquez sur les autres actifs que vous avez vous-même dans vos portefeuilles, c'est de dire, voilà, si votre actif a durablement renversé une moyenne qui était ascendante et a tradé longtemps dessous, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire encore une fois que la valeur a du mal à s'installer au-dessus des moyennes historiques de prix. Peut-être qu'on est monté un peu vite. Okay, donc ça, ce sont pour moi les actifs qui ont le plus de chances d'être en range, et c'est effectivement la preuve de leur qualité fondamentale qui va les ramener vers cette moyenne, mais leur probabilité d'en sortir par le haut est significativement inférieure à ceux qui ont des tendances séculaires comme Bitcoin et Ethereum. D'accord? Certains pourront éventuellement le faire, mais attention, ceux qui ont été survalorisés en 2021 risquent surtout la rechute ou la stagnation. D'accord? Donc c'est de dire, il y a beaucoup d'actifs, comme moi, pour ma part Solana, dont je pense que les bénéfices haussiers vont être considérablement limités, hors probabilité de rupture technologique. Pour des raisons, on va dire ici, d'application économique de ces consensus, qui me semblent un petit peu mal comprises par pas mal de monde. D'accord? C'est pas parce qu'on fait plein de TPS qu'on gagne beaucoup d'argent, c'est loin d'être le cas, et on va en parler plus tard. Avalanche, c'est la même chose. Ça fait donc partie de ces consensus, de ces méthodes, de ces applications de consensus, de ces blockchains, qui ont renversé les moyennes et ont tradé durablement dessous. D'accord? Elles sont toujours dessous d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, Solana, la recovery est plus rapide. Avalanche, ça pourrait arriver, hein. C'est d'ailleurs très probable, je pense. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc attention, Solana, on voit qu'on tend à retirer vers cette fameuse médiane. Donc peut-être qu'il y a bien de la valeur dessous, malgré le traitement des prix très spéculatif qu'on a connu avant. Là, pareil, sur Avalanche, c'est monté absolument n'importe comment en termes de valeur. Hein. Je vous rappelle que quand même, en l'espace de seulement 3 mois, le machin a fait x10, x20. Donc là, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi spéculatif, des attentes complètement irrationnelles. Le mieux qu'on puisse délivrer aujourd'hui sur ce type d'actifs, c'est de délivrer les promesses qui ont été achetées en 2021. Et donc, attention encore une fois, surtout à la probabilité de déception. Les ruptures technologiques ne se produisent pas partout où on voudrait qu'elles le fassent. Hein. C'est surtout très rare, ça peut, mais là, c'est plutôt de dire ça doit se produire pour pouvoir retoucher un ATH. Et une rupture technologique, ça prend aussi du temps. Voilà. Donc, pour ma part, pareil, c'est la même classe que Solana, c'est-à-dire la probabilité maximale, c'est un retour à 14 milliards de dollars, qui me semble tout à fait probable, hein, encore une fois, de retourner, on va dire, à peu près à la médiane du range, on va dire quelque part entre 12 et 20 milliards, grosso merdo, hein, on va tracer une grosse zone comme ça, qui se situe un petit peu à mi-chemin entre les prix qui ont été cotés là-haut, qui semblent donc clairement coup de soleil, et ici, franchement, peut-être que la gelée était un petit peu punitive, un peu trop. La valeur se situe probablement au milieu. Donc voilà, pour moi l'intérêt c'est de dire, ces blockchains-là, les Avalanche, les Solana, etc., tous ceux qui ont cette occurrence graphique de je monte n'importe comment puis je repasse sous des moyennes maintenant descendantes, ont tout à prouver maintenant, et si elles ont bien de la valeur, la recovery en K doit normalement leur être accordée. D'accord? Donc tous les actifs qui ne font pas de recovery en K, comme les Avalanche, Solana, pour ma part c'est très mauvais signe. Donc Solana, on l'a vu, c'est en plutôt bonne forme. Je pense clairement qu'Avalanche a tous les prérequis pour faire sa propre recovery en K prochainement. Malgré ce qu'on en dit, hein, je n'ai pas de haine contre Avax, pas du tout, et je l'ai en portefeuille. Et j'en espère autant de rendement que je peux faire sur Solana. Voilà. Donc, mais par contre, ça reste des parts minoritaires de mon portefeuille, je le redirai jamais assez.
Voilà pour la... Donc évidemment à décliner sur tout un tas d'autres actifs qui peuvent avoir cette forme de structure. Moi pour la simplicité ici, comme d'hab, je ne parle pas de trucs que je ne traite pas, ça ne veut pas dire que vous devez faire comme moi, ça veut dire que vous prenez l'information brute et vous la déclinez sous vos propres choix stratégiques de portefeuille. Voilà, donc tous ces actifs, haussiers, puis je repasse sous une moyenne maintenant orientée à la baisse, c'est pas bon signe. Il y a tous les autres, donc comme Chainlink et Atom, pour moi qui sont donc dans une autre classe, qui eux donc ont eu une structure de tendance. Alors sur Chainlink, la tendance est vraiment excessive, ou en tout cas elle peut le paraître, mais ici attention, on avait un breakout multi-time frame, suivi de 2 pullbacks, donc ici c'est plus de dire qu'on a eu un avorton sur la tendance. Normalement on n'aurait pas dû casser ce pullback. Bon, on a légèrement glissé dessous, je dirais que c'est un peu la faute des liquidations, mais encore une fois ici on voit que la structure globale de valorisation est totalement différente. Ici en fait on a une structure de tendance qui justifie l'excès. Bon, c'est une structure très particulière, mais encore une fois ici, bon, je vous demande de me faire confiance. Il y a une structure de tendance. Là, c'est pas du chaos, n'importe quoi, où on va chercher to the moon bro. Ici, l'excès était prévisible et associé à un déplacement de valeur. Donc déjà, Chainlink, je suis sûr que lui va revenir chercher la médiane. Bon, ça tombe bien, il y est déjà. Donc là, encore une fois, navrez les cocos, je l'avais quand même dit depuis longtemps, ça ne devrait pas être une nouveauté pour vous. Donc ça y est, Chainlink, objectif atteint, hein, donc comme les Bitcoin et Ethereum, j'ai dit qu'il irait rechercher ses valeurs médianes. On va voir qu'Atom, je pense, ça va pas tarder aussi. Mais voilà un peu le délire, ok? Donc ça revient ici parce que là, on a eu une structure de tendance connue, d'accord? Donc c'est-à-dire, il y a une forme de construction haussière qui n'est pas random et encore moins excessive, d'accord? Et ici, ben, vous voyez, la moyenne, elle est restée orientée à l'achat et on n'est jamais passé dessous. Alors, évidemment, périodiquement, mais comme vous voyez, ça ne tient pas. On n'installe pas de valeur sous la moyenne. Et là, pire, la moyenne reste ascendante. Donc là, les probabilités de recovery en cas, pour moi, c'était très élevé, raison pour laquelle je surpondérais Chainlink dans mon portefeuille. Ça, j'espère que c'est clair. Et après, donc le cas Atom, relativement similaire, où là, comme vous voyez, la moyenne n'est pas légèrement haussière comme sur Link, elle est juste complètement flat, et il y a des glissades un peu dessous. Bon, on voit bien que la valeur n'arrive pas à tenir, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'on glisse dessous, bah, on reprend. Donc attention, je dirais ici, on est sur un candidat quand même un peu plus faible en termes de momentum que Chainlink. On va le voir encore une fois, c'est vrai que ça attire très peu les spéculateurs, dû à la forte inflation sur Atom, mais encore une fois, les spéculateurs, c'est pas vraiment eux qu'on regarde pour la valeur. La valeur, c'est Atom, et la valeur en soi, ici, elle est plutôt pas mal. Là encore, on a une structure haussière qui n'est absolument pas excessive, hein. C'est-à-dire que là, comparé à tous ses copains, pour moi, Atom n'a jamais été excessif, hein. Encore une fois, market cap la plus élevée tradée sur Atom, c'est 10 milliards, hein. Quand les autres se sont envoyés dans des 20, 30, 80 et quelques sur certains. Donc on n'est pas d'ici dans la stratosphère, alors que c'est un très bon projet qui a effectivement très bien en termes de market fit. Mais surtout de dire, voilà, là, la recovery en cas, c'est donc théoriquement, sur un truc comme ça, sommet creux, hein, on est donc à peu près sur une forme de recovery à 5,5. 6, hein, on va dire, on va faire à peu près ça. Donc tout comme on l'a vu sur Chainlink, on est ici sur un actif qui a eu une structure de tendance haussière visible, qui a été avorté assez brutalement par ce bear market, et qui n'a pas réussi à installer de valeur baissière, la moyenne étant ici par contre à plat. Laissant donc deux probabilités, celle-ci, je glisse cette fois sous la moyenne et ça va mal se passer. C'est ce qu'on a dit, hein, c'est ce que Avax risque également et tout ça. Donc évidemment ici on voit que par rapport à Chainlink, qui avait donc des probabilités graphiquement meilleures, c'est déjà en train de se produire pour Chainlink. Atom, c'est le grand point d'interrogation. Est-ce que lui aussi va faire ce même mouvement, c'est-à-dire prouver sa valeur et aller lui aussi rejoindre la zone de décision recovery en cas, qui ne garantit absolument pas que derrière, to the moon bro, d'accord, on n'a même pas encore commencé. Là, on parle juste de quels sont les candidats potentiels pour une recovery en cas. Et comment les différencier graphiquement avec des probabilités plus que raisonnables. Ok, bon, on a donc les différentes classes. On a la classe de ceux qui sont montés trop vite, qui sont descendus derrière très fort, et c'est leur valeur intrinsèque qui va les ramener éventuellement ou non dans la zone médiane. Ne pas retrouver ces zones médianes, c'est déjà un premier red flag. Ça montre que dans ce cas-là, les attentes étaient probablement irrationnelles. Mais ça ne garantit pas, encore une fois, derrière un rejet de la zone médiane. Il peut très bien y avoir la probabilité de rester ici, c'est-à-dire peut-être que les attentes étaient irrationnelles en haut, mais que la valeur réelle se situe effectivement à la médiane, dans l'attente éventuellement d'une amélioration ou d'une détérioration. Mais il est fort probable dans ce cas-là que des actifs pour moi comme Solana restent assez durablement sur cette zone médiane des 40 000 $, qui est quand même encore une fois une valorisation stratosphérique. Hein. Je vous rappelle, le Nasdaq par exemple, une très grosse boîte que certains comparent souvent à Solana, c'est 30 milliards $ de market cap. Hein. Donc il faut encore une fois revenir sur des rationnels réels. C'est pas parce que c'est blockchain to the moon bro que forcément on sort des multiples dans la stratosphère. Hein. On fait gaffe. Voilà l'intérêt de ce truc-là. Bon, donc comme vous l'avez vu, différentes classes. Après, il y a tout le reste, d'accord ?
J'en passe ici, des machins comme ça, où là, c'est quand même le débilité totale. Bon, bref, donc on fait gaffe. Encore une fois, là, des trucs comme ça qui remontent dans la stratosphère, il y a eu 0 structure de tendance, c'est juste un gros range, et on remonte dans le haut de range avec des concentrations de capital complètement dramatiques, aucun cas d'utilité réelle. Donc encore une fois, si vous rentrez dans des pump and dump, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord. La suite d'un pump and dump, c'est que il n'y a pas de valeur, hein. Donc là, quand la valeur est purement orchestrée par une bande d'individus facilement identifiables on-chain, franchement, il faut pas... voilà, donc ça ne prend pas en compte les Ponzi, d'accord. La recovery en K, c'est pas parce que par exemple vous allez me dire, ah, mais regarde, TRB, il a fait mieux que la recovery en K, il est déjà pratiquement à la TH. Non, non, ce truc ne vaut rien, il va à 0, point barre. Voilà. Ça sert à rien, là c'est juste un pump orchestré par des gens, c'est pas de la valeur. On rappelle donc, la valeur est associée à 4 mécanismes d'identification. Le prix et évidemment son comportement dans le temps, hein, donc on réfère souvent à la volatilité, okay, mais il ne faut pas oublier les deux autres, c'est-à-dire le volume et la part relative circulante du supply. C'est-à-dire, là en l'occurrence, vous avez 4 bonhommes qui ont acheté 60% du supply, donc c'est peut-être pas franchement très dilué en termes de participation, hein, c'est juste une vraie pump and dump, quoi. Donc on fait gaffe, là encore une fois, c'est pas du tout la valeur qui s'est déplacée. On déplace le prix, on arnaque un peu tous les glands, et puis évidemment, ça va retourner violemment sur Terre d'ici peu. Voilà un peu le délire. Il y a d'autres tokens, quand même value, mais qui sont montés un peu n'importe comment. Là encore une fois, alors j'ai pas tout l'historique et il faut regarder bien évidemment en termes de market cap. Donc pour ça, vous avez plein d'outils pour le faire. Un que je vous recommande, c'est Chartcoin Trader, qui est effectivement très efficace pour ce faire. Et évidemment, donc, pensez toujours à taper donc, le nom de l'actif. Ici, on va faire par exemple Injective, et on va essayer de regarder les market cap. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, là, si vous regardez, en termes de market cap, Injective, c'est peut-être un peu le turfu quand même, non? Bon, voilà, bon, je dis juste comme ça. Par contre, donc, je pense absolument pas qu'Injective ne valent rien du tout. Je veux juste dire, on a eu ici une structure haussière, un range et une deuxième breakout. Ça ne correspond pas à des structures de tendance. Donc, on fait attention ici, ça sent les tendances alternatives, c'est-à-dire éventuellement un repli assez brutal vers des zones de support facilement connues et identifiées par la stratégie. Il s'agit juste de dire ici, on a eu une structure plus ou moins tendancielle qui revient visiter son niveau de breakout et on tente un deuxième breakout. Ça paraît encore une fois dramatique d'imaginer que ce truc va dans la stratosphère, hein. Donc ça pèse déjà quand même, on fait gaffe, 1,4 milliard, hein. Là on ne parle pas de 141 millions, donc 1,4 milliard, c'est quand même costaud. Voilà, juste pour remettre les choses en contexte, les volumes ne suivent pas, encore une fois, la volatilité dans la stratosphère, et quant à la part circulante du supply, je vous en passe l'analyse, je l'ai fait, c'est clairement concentré au total. Donc on fait gaffe, ça sent clairement le repli là-dessus. Donc attention, encore une fois, déplacement de prix, mais là, encore une fois, vous avez une structure de tendance, les creux et sommets sont ascendants, donc ceux qui me disent, Injective, oh non, c'est de la merde, ça va à 0, nope, je ne suis pas d'accord. Par contre, est-ce que ça va à 4 milliards? Non, je pense que ça repassera par 600 millions avant, et encore une fois, 600 millions, c'est un déjà très beau niveau de valorisation, je tiens encore à vous le rappeler. 600 millions, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui arrivent à obtenir ces niveaux de valorisation avec seulement quelques employés. Donc un grand bravo à Injective, c'est pas une blockchain qui va à 0, mais c'est peut-être quand même un peu survalorisé. Donc attention à pas dire n'importe quoi, Injective n'est pas un projet qui est un Ponzi. Taylor, c'est un Ponzi. Ça, je ne vais pas discuter sans cette ans. C'est clairement un Ponzi, c'est un pump and dump, c'est totalement artificiel et ça va retomber très rapidement sur la Terre. Là, c'est pas pareil. On voit bien qu'il y a une structure de valorisation haussière qui n'a rien à voir ici avec une manipulation. Simplement, on a effectivement un engouement de prix un petit peu trop rapide qui, à mon sens, correspond en plus aux stratégies que vous connaissez bien. Hein. C'est-à-dire ici, on est sur une construction probable de vague 5 étendue. C'est-à-dire que s'il y a bien une zone à acheter, ce sera probablement en overlap sur ces zones-là. Et si tendance il y a, c'est probablement sur la dernière vague haussière qu'il faudra la trader. Donc, encore une fois, on n'achète pas le turfu, on reste tranquille et on se rend compte donc que sur ce type d'actif, le risque de drawdown est de l'ordre de 60%. Donc là, encore une fois, n'oublions pas, c'est le printemps. Et au printemps, effectivement, attention au coup de soleil. C'est pas parce qu'on sort la quéquette à l'air que forcément, tout de suite, c'est l'été. Donc on fait attention, hein. Moi il me semble qu'effectivement, c'est ça qu'il faut retenir de la recovery en cas. Certains actifs sont déjà partis en avance comme s'ils avaient déjà gagné. Eux, attention au retour de bâton vénère pour revenir sur les zones de valeur. Et on n'anticipe pas les profits futurs alors qu'on est encore dans le printemps. D'accord? L'analogie que j'essaie de prendre souvent en ce moment pour essayer de vous expliquer ça, c'est pas parce que des fleurs poussent partout dans les champs qu'il faut miser sur les plus belles. D'accord? C'est pas celles qui montent le plus vite qui sont les meilleures. Loin de là d'ailleurs. Comme je l'ai dit, la valeur n'a rien à voir avec la couleur de la fleur.
Ce qui est important surtout, c'est de comprendre que ce n'est pas vraiment les fleurs en soi qui sont intéressantes, c'est plutôt les fruits qui vont être produits sur les arbres. Donc moi je chercherais plutôt les bourgeons sur des arbres qui ont déjà des structures, qui ont déjà un tronc, plutôt que de se la branler à regarder les pâquerettes. Voilà un peu l'analogie que je voudrais vous faire comprendre. Donc si je résume un peu tout ce qu'on a dit. Donc la fameuse recovery en cas dont il était question, elle touche principalement Bitcoin et Ethereum, qui sont déjà en phase de se diriger vers ces zones-là. Bitcoin l'a fait avant son grand pote, mais son grand pote va tarder, à mon avis, à rattraper. On a d'autres actifs derrière, dont les structures restent des tendances haussières sur 2021, mais qui ont subi un énorme coup de froid derrière avec le bear market express. Et qui, malgré ce bear market, ont maintenu des structures de valeur haussières. C'est-à-dire, elles se sont maintenues au-dessus de moyennes qui sont au moins plates ou ascendantes. Évidemment, les moyennes qui étaient restées ascendantes prouvent encore plus de la demande sous-jacente en termes de valeur de l'actif. On parle bien de chart hebdomadaire. Si je vous vois analyser des graphiques sur des UT inférieures à l'hebdomadaire, ça ne peut pas être de la valeur. Encore une fois, la valeur s'installe par rapport à l'historique de prix. Un truc qui monte comme ça, comme on l'a vu, si vous regardez Injective USD avec 7... via cette vision-là du projet, vous me direz, what to the moon, bro? Non, encore une fois, regardez l'historique global. La valeur de ce projet s'installe dans le temps. Là, je peux estimer la valeur d'Injective. Là, je sais que ce truc n'est pas un Ponzi. Je sais juste que, par contre, c'est pas maintenant qu'il faut l'acheter. Ok? J'espère que vous le comprenez. Tout comme à l'époque, ici, le repli avait été extrêmement brutal, je pense que c'est ce qui attend Injective, très sincèrement. Voilà, donc on fait attention à ne pas se laisser emporter par les momentum, on étudie bien la valeur des projets, on ne mélange pas tout. Bitcoin et Ethereum, clairement, bon désolé ceux qui vendaient, c'était quand même pas très malin, mais encore une fois, personne ne connaît l'avenir, ni eux ni moi, mais les probabilités, comme je vous l'avais répété 20 fois, n'étaient pas de l'ordre de 50-50. Il y avait quand même plus de chances qu'on retourne vers ces valeurs d'abord, avant de décider. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum et Bitcoin ont gagné, ça veut juste dire que Ethereum et Bitcoin, ces mêmes cycles hebdomadaires qui sont notre seule preuve historique pour pas mal d'actifs, ils en ont déjà connu avant. Et eux-mêmes ont donc des structures sur les tendances du T supérieur. Ils ont maintenu des creux et sommets ascendants et des overlaps pour Ethereum. Ces actifs-là, en fait, malgré la violence du bear, ont même des structures encore plus antérieures à ces autres actifs, puisqu'ils ont déjà 2 cycles dans la gueule. Et ces 2 cycles se structurent de certaines façons. Je prends ici, par exemple, en référence l'accès XRP, pour vous montrer que ici, justement, dans un même actif qui a connu 2 cycles, vous n'avez absolument pas de structure haussière. C'est pas baissier non plus, les moyennes restent toujours plus ou moins ascendantes et vous voyez que les prix ont du mal à s'installer dessous. Mais est-ce qu'il faut payer XRP alors qu'il n'a même pas réussi à dépasser son ATH de 2018? Pour moi, ça paraît encore une fois compliqué de miser sur ces actifs. Là, il n'y a pas vraiment de structure, ce truc est un range. Voilà. Donc, pour ma part, maximum de valorisation expectable, c'est 97 milliards. Et moi, ici, je vendrais sans même réfléchir si on y va. C'est juste de dire... Attention, encore une fois, pas tout mélanger. Ici, vous avez une structure qui est effectivement plus acheteuse que vendeuse. Je ne vendrai pas XRP au prix actuel. Il faut être con pour shorter ça, franchement. Mais par contre, acheter, non. Désolé, je n'ai aucune structure compatible pour l'achat. D'accord? Il n'y a pas ici de structure de repli neuneux. Je vous le rappelle, sur le repli neuneux, il ne faut pas sortir par le haut de la dump zone, ce qui a été le cas ici. Donc je dirais, malheureusement, pour moi, Ripple, j'aurais été un candidat d'achat s'il avait suivi la structure de repli neuneux, c'est-à-dire ici, pas faire d'excès en 2021, et qu'il était revenu gentiment chargé dans cette zone, sans glisser dessous. Et là, j'aurais été effectivement bullish sur ce cycle, pour éventuellement jouer une structure de repli neuneux sur Ripple, avec pour objectif maximal 100 milliards de dollars, et certainement pas, je ne sais pas combien de conneries j'ai pu voir sur certains réseaux. D'accord? Donc là, encore une fois, vous voyez, la structure de long terme sur triple cycle n'a rien à voir avec Bitcoin et Ethereum qui sont sur des structures de tendance, creux et sommet ascendant. Ici, ce n'est pas le cas pour Ripple. Ça vaut aussi pour d'autres actifs, comme Cardano, qui ont connu 2 cycles, et ça, navré, c'est pas bon. Encore une fois, si Cardano avait tenu les overlaps, comme l'a fait par exemple Ethereum, et s'était maintenu au-dessus des niveaux, on va dire, de 20 milliards de dollars, ce qui n'est clairement pas le cas. Ici, on s'installe durablement sous les moyennes. La moyenne, elle est toujours haussière, donc c'est pas mort pour Cardano, mais il va falloir se bouger le cul. Et là, encore une fois, on ne parle pas de petite hausse de prix. On parle de revenir trader éventuellement sur Cardano du 40 milliards de dollars, alors que ça trade à 13. Il faut faire un x4 sur Cardano pour remonter. Là encore, c'est une des choses qu'il va falloir prendre en compte dans vos probabilités. S'il faut faire x4 pour rejoindre la moyenne, ou on va dire la médiane du range escompté, alors que les autres ne requièrent à ce stade que 80 et quelques %, ça veut dire que vous avez 4 fois moins de chances d'y arriver. C'est juste proportionnel. Il s'agit vraiment de comprendre ça. Ces probabilités, elles vont jouer devant vous en temps réel dès aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Petit à petit, le tri va s'opérer pour nous ramener ceux qui le veulent sur les zones médianes, les autres non.
et ensuite s'opérera le tri. Il n'y a encore une fois pas de place pour tout le monde. Moi, j'ai choisi mes propres chevaux de course pour le cycle, et ça n'est clairement pas les seuls qui vont être candidats. C'est assez peu probable que j'arrive à faire un quintet dans l'ordre. Donc, encore une fois, n'essayez pas de faire parfait, essayez simplement de faire un choix, de vous y tenir et de placer des limites quant à la compétition. Si un compétiteur que vous n'avez pas choisi atteint la séparation en loi de Pareto dont je vous ai toujours parlé, c'est-à-dire si vous avez d'un coup un dominant qui, durant plusieurs semaines, il ne s'agit pas que ça dure une journée, arrive à capturer plus de 50 à 60% des market share et que le second, qui plus est votre actif, se retrouve à moins de 30% plusieurs semaines de suite, c'est peut-être que lui commence à créer l'effet de réseau que lui ne pourra pas avoir. Et encore une fois, attention, l'adoption est basée sur des effets de réseau. La tech d'un actif, aussi bonne soit-elle, ne sert à rien s'il n'y a pas d'adoption. On est sur des technologies open source, donc rappelez-vous, l'adoption peut tout à fait ne pas se placer sur la meilleure technologie. Et en soi, c'est pas grave. D'accord ? Donc il faut vraiment faire attention, personne ne connaît les voies de l'adoption. Elles sont effectivement modélisables, mais certainement pas prévisibles. Sur ces 12 paroles, je vais vous souhaiter une agréable journée, un agréable week-end. Désolé évidemment donc pour l'enregistrement d'hier, c'est systématiquement le même contenu qui était dedans. Simplement évidemment, là en plus pas mal d'actifs se redirigent assez violemment vers leur zone de valeur, ce qui ne fait que confirmer que ceci est bien en train de se produire. J'espère en tout cas que le contenu est plus clair. Normalement, j'ai laissé moins de place à l'incertitude et aux mauvaises compréhensions. Je vous invite comme toujours à faire vos propres analyses et ne pas simplement utiliser les miennes de but en blanc, en vous souhaitant donc, pour de bon cette fois, une bonne fin de journée. Ciao, ciao.